Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 2 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé mercredi la première séance du second semestre en baisse, mais loin de leur plus bas du jour, après la publication quand même de bons indicateurs économiques et surtout les résultats prometteurs d'une étude sur un vaccin contre le coronavirus dont la propagation dans le monde continue quand même d'inquiéter et de peser sur le moral des investisseurs. Alors, après avoir passé une grande partie de la journée dans le rouge, les indices européens sont brièvement repartis de l'avant dans le sillage de Wall Street, grâce aux annonces des laboratoires de Pfizer et BioNTech concernant des résultats préliminaires encourageants pour leurs candidats vaccins lors des premiers essais sur l'homme. Enfin, les investisseurs ont également salué les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et l'annonce de la création d'environ 2,4 millions de postes en juin, mais surtout, c'est l'importante révision à la hausse du chiffre de mai. Alors les bonnes nouvelles sur le front macroéconomique ne s'arrêtent pas là, puisque l'activité dans le secteur manufacturier aux États-Unis, en zone euro et en Chine a progressé plus que prévu. Côté US, Wall Street a aussi terminé en ordre dispersé puisque le Dow Jones a terminé sur une baisse alors que le S&P et le Nasdaq ont fini sur une hausse, tous deux soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Alors, comme je vous le disais, le regain d'appétit s'est fait sentir grâce aux annonces des laboratoires Pfizer et BioNTech concernant les résultats préliminaires encourageants pour leurs candidats vaccins. Les acteurs ont aussi pris connaissance du rapport ADP. Et effectivement, ce chiffre est certes inférieur aux attentes, comme je vous le disais, qui attendait 3,75 millions et en baisse par rapport au mois précédent, après la révision en fait de la hausse des données du mois de mai, où on a eu plus 3,07 millions contre moins 2,7 millions précédemment. Donc forcément, ça a dopé les indices suite à cette publication de cette donnée économique. Par ailleurs, l'activité du secteur manufacturier aux États-Unis s'est nettement redressée en juin après avoir plongé à cause de la pandémie, selon l'indice des directeurs d'achat de l'association ISM. Côté macro, deux charts, un top et un flop. On va commencer avec le top qui concerne Tesla. L'incroyable ascension boursière de Tesla, puisque Tesla a même dépassé Toyota pour devenir le plus grand constructeur automobile du monde en termes de capitalisation boursière. Effectivement, Toyota est aux alentours de 200 milliards et Tesla, hier, a dépassé la barre des 205 milliards. Quasiment même 210 milliards, il me semble. Alors certes, la production et les revenus ne sont pas aussi impressionnants que ceux de Toyota, puisque Tesla ne produit pas autant de voitures et a quand même enregistré quelques pertes et a beaucoup de dettes, mais les investisseurs, comme vous le savez, se tournent vers l'avenir et Tesla, avant d'être un constructeur automobile, Tesla, c'est le futur. Donc les investisseurs achètent l'avenir, le futur, achètent SpaceX, achètent la voiture de demain, peut-être la conquête sur Mars. Voilà, Tesla, c'est aussi une image, un peu comme Apple, qui se veut être une image de luxe. Donc Tesla, c'est à peu près la même chose, même si le constructeur vend, il faut le dire, encore très peu de voitures comparées à Toyota ou même à Volkswagen, mais elle a su euh, adopter une certaine image aux yeux des investisseurs et du grand public qui fait que les investisseurs, après avoir fait un pari, on va dire, en fin d'année sur
peu l'effondrement de Tesla, eh bien finalement Tesla a su tirer son épingle du jeu et aujourd'hui pèse plus de 200 milliards en bourse, ce qui montre à quel point eh bien, on peut avoir quelques surprises. Effectivement, l'action au premier trimestre était tombée à quasiment 360 $. Et aujourd'hui, l'action vaut, en seulement 3 mois, vaut plus de 1000 $. Donc, encore une fois, une très belle ascension pour Tesla et pour Elon Musk. Le flop, eh bien, c'est ce graphique qui montre que le nombre de faillites de grosses entreprises US est au plus haut depuis 2009. Effectivement, on constate que beaucoup d'entreprises se déclarent être en faillite, déposent le bilan. On a déjà eu Hertz. On a aussi pas mal d'entreprises d'un point de vue du secteur pétrolier et du secteur gazier aussi, donc pas mal au niveau du secteur de l'énergie. Et pour rappel, on a encore une recrudescence de nouveaux cas de Covid aux États-Unis, et donc cela pourrait encore peser dans les semaines à venir, surtout si, étant donné que l'épidémie en fait a été très mal gérée par l'administration Trump, donc force est de constater qu'on a eu un nouveau pic au cours des derniers jours. Et donc, en cas de nouvelle paralysie, même partielle, cela risque de peser bien sûr sur les commerces, sur les bars. La Californie a décrété hier que les bars, certains bars et restaurants n'allaient pas réouvrir tout de suite et allaient même devoir reconfiner une partie de la population. On a même Apple qui a annoncé hier qu'il allait encore fermer plusieurs de ses magasins dans certains États des États-Unis à cause de la recrudescence des nouveaux cas. Ainsi, force est de constater que ce chiffre pourrait encore évoluer et peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait retourner quasiment sur les niveaux de fin 2008, début 2009, si l'épidémie n'est pas très vite maîtrisée dans le pays. Effectivement, hein, les marchés n'anticipent pas de deuxième vague d'épidémie, en tout cas, c'est pas le scénario actuel qui est pricé par l'ensemble des acteurs. Mais là, actuellement, avec le boom assez violent qu'on a eu récemment, en cas de deuxième vague, eh bien, ce chiffre risque d'augmenter et ça pourrait créer encore quelques secousses effectivement sur le marché si les grande majorité des États, en tout cas, seraient amenés à confiner au moins une deuxième fois, même si ce serait un confinement partiel. Cela peserait bien sûr énormément sur la consommation et bien évidemment la reprise économique pour les États-Unis. Côté graphique, et tout de suite, on va démarrer avec le CAC. Alors, les bourses sont optimistes, on va dire, ce jour, étant donné que on a quand même la publication du NFP cet après-midi à 14h30 et qu'on a l'impression que les indices ont envie de sortir par le haut de leur triangle. En tout cas, c'est ce que nous montre le CAC actuellement. En général, on est plutôt dans une phase d'indécision avant une donnée aussi importante. C'est quand même le catalyseur, ça reste le catalyseur de la semaine. Mais pour le CAC 40, il s'est offert le luxe, en tout cas, en ce début de journée, de sortir par le haut de ce range, de ce triangle. Et donc, techniquement, cela devrait conduire à un retour sur les plus hauts. En tout cas, attendons quand même le NFP, on n'est pas à l'abri de quelques surprises, mais en cas de bons chiffres du NFP et de de création d'emplois surtout, eh bien cela serait le catalyseur qui propulserait le CAC en dehors de son triangle afin de rejoindre, hein, si on reporte effectivement l'objectif théorique de ce triangle, on obtient quand même, voilà, de nouveau plus haut.
quasiment sur la mobile 200. Ce serait direction quasiment les 5004. Donc ce serait, voilà, pour venir combler en tout cas le gap qui a été laissé, le dernier gap, enfin le dernier gap. On a quand même celui-là, le gap de rupture, mais ce serait quand même une très forte accélération, en tout cas d'un point de vue technique. Si on parvient à franchir bien sûr cette zone de neutralité entre les 4930 et les 5050, mais en tout cas, l'objectif théorique de ce triangle se situe quasiment vers les 5400 points. Encore une fois, la prudence est de mise, étant donné que les investisseurs n'ont toujours pas pris connaissance de l'enquête, du rapport NFP sur l'emploi aux États-Unis. Donc cela, pour moi, devrait être le catalyseur et devrait permettre aussi de donner plus de visibilité concernant la hausse à venir. Le DAX, même combat. On est pile poil sur la borne haute du triangle. On s'est quand même fait une grosse frayeur hier. On a failli sortir par le bas de ce triangle. Finalement, suite aux espoirs de vaccins, eh bien, on a eu une remontada de l'indice. Et ce matin, pareil, porté encore par l'optimisme, eh bien, le CAC poursuit son ascension, le DAX poursuit son ascension. En tout cas, on a eu une clôture 4 heures au-dessus de cette oblique de la borne haute du triangle. Là, actuellement, on est sur un pullback. Toutefois, dans quelques heures, nous aurons le NFP. Donc, pareil, en cas de mauvaise surprise ou de mauvais résultats, eh bien, on pourrait avoir une très forte correction. Mais dans le cas contraire, eh bien, cela validerait, encore une fois, la reprise de l'économie et cette sortie de triangle qui devrait propulser le DAX quasiment voilà, sur la borne haute. Donc ce serait un retour sur la borne haute de ce canal haussier en direction des 13 600 points. 13 600, voilà, ce serait l'objectif, en gros, ce serait d'aller chercher le gap de rupture qui n'a pas été, qui n'a pas été refermé en tout cas durant le crack du mois de mars. Encore une fois, on fera le point demain, surtout après l'ensemble de stats macro qu'on va avoir à partir de 14h30. Donc quand même, la prudence est de mise. L'euro USD, pareil, on a le sentiment qu'on cherche à sortir de ce triangle descendant. Là, on est en train de casser les 1,1270. Pareil, hein, on casse l'oblique baissière. En hebdo, où en sommes-nous? Est-ce qu'on est toujours coiffé par la MM200? Oui. Voilà, la MM200 vient vraiment s'aligner avec l'oblique, en tout cas. Donc la zone chaude, pour moi, ça reste les 1,1340 en clôture hebdomadaire pour poursuivre derrière en direction des 1,13, 1,14 et 1,15. Mais pour le moment, on constate aussi que l'euro a envie de s'extraire par le haut de ce triangle. Donc, à confirmer bien évidemment en clôture. Le NFP, encore une fois, devrait impacter le cours de l'euro-dollar. De ce fait, la clôture sera bien évidemment primordiale sur cette paire. J'ai oublié de passer par le Dow Jones. Le Dow Jones, même constat. Alors, il a cédé du terrain hier. Les futurs sont légèrement dans le vert. Et là, le sentiment qu'on sort de ce triangle aussi par le haut de consolidation. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a quasiment eu un pullback. Là, on est légèrement dans le vert sur les futurs. Et encore une fois, hein, c'est surtout aux États-Unis, donc ça devrait très largement être un facteur de volatilité sur les indices américains, ce NFP, influencer la direction future des prix. Et pour le moment, on constate un premier signal, en tout cas, avec la cassure de la borne haute du triangle. Et donc, à confirmer à l'ouverture à 15h30, si oui ou non, les prix vont finalement
poursuivre ce rebond entamé en début de semaine pour aller chercher les 26 000, peut-être combler le gap. Et dans le cas contraire, attention au bull trap, si on a une réintégration derrière, eh bien, on pourrait au contraire avoir une correction sur des niveaux de support. Le GBP USD. Le GBP USD dans un range daily. Dans un range, on tente de reprendre de la hauteur, de reprendre des couleurs en ce début de semaine. Mais pour moi, les niveaux clés restent quand même les 1,2660, 1,27 et les 1,22. Pour le moment, on est un peu au milieu de nulle part. On a un gros range qui est en place depuis quasiment un peu plus de 2 mois maintenant. Attention ici au bull trap, au bear trap et au bull trap. Comme on a pu le constater au cours du 15 mai et du 9 juin. Sinon, le scénario à venir reste quand même cette phase de ping-pong entre les deux bornes et de bien étudier surtout les chandeliers japonais pour filtrer les faux signaux. Ici, on avait quand même un piercing line, là un doji en pierre tombale. Donc vraiment, l'étude des chandeliers japonais permet de filtrer les pièges qu'on peut avoir en cas de nouveau bull trap ou de bear trap. Mais sinon, derrière, eh bien, la stratégie reste la même. Pour le moment, on est vraiment dans une phase de latéralisation sur cette paire. Et donc, il est nécessaire d'attendre un retour sur la borne haute afin d'avoir un peu plus de visibilité pour les prochains jours. L'euro GBP, qui finalement retombe et vient tester l'ancienne borne haute du range couplée à la borne basse du canal haussier. Donc ici, voilà, on a un niveau qui est juste là. C'est une zone de polarité. Donc là, on avait notre range 4 heures. Ici, on avait un range 1 heure derrière. Ça a cassé, ça a accéléré. Là, ça retombe. Et donc, est-ce que c'est juste un repli avant un nouveau bull run en direction de la borne haute et de ce fait du range hebdomadaire? Ou est-ce qu'on arrive sur une phase d'essoufflement? Alors, en journalier, pour le moment, la dynamique reste haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Retour sur la zone de polarité, donc le pivot clé, c'est clairement les 0,90. Une incursion sous ce niveau, on verrait quand même un signal technique assez fort, on mettrait fin à la dynamique haussière. En tout cas. En données 4 heures, voilà. On identifie très clairement le niveau, si je ne prends pas les mèches, en daily, mais voilà, c'est l'ancienne borne haute de ce range, juste ici. Voilà, donc là en daily, c'est que de la mèche, là c'est de zone 0,90, 0,90, 10. Et actuellement, on est pile poil sur la zone de polarité avec la MM200 qui devrait remonter et venir soutenir les prix. Donc, couplé à la borne basse du canal, les MM200, pour le moment, on n'a pas un chandelier de retournement. Est-ce que c'est encore trop tôt pour l'anticiper, mais potentiellement une épaule, tête, épaule. Actuellement, c'est une anticipation en cas de retournement. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de deuxième épaule, mais pourquoi pas, on pourrait éventuellement avoir cette figure. Sinon, en données horaires, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Pas vraiment, on a essayé de former un peu une divergence ici, mais elle n'est pas très jolie, je trouve. Si ce n'est qu'on est sur support. Mais sur toutes les unités de temps, pour l'instant, je ne vois pas en tout cas de signal de retournement à venir. On teste vraiment cette zone de polarité, donc c'est une zone chaude, très clairement. Et c'est ici que tout va se jouer. Alors, soit c'est un énorme repli sur
la borne basse et comment dire, afin que le marché puisse reprendre son souffle pour redémarrer une nouvelle vague haussière, soit au contraire, on assiste vraiment à un essoufflement de la dynamique et dans le cas contraire, si on enfonce, eh bien on pourrait très facilement avoir un retour sur la deuxième zone de support vers les 0,8850. Le gold. Prise de bénéfice légitime. On a quand même atteint un niveau majeur. Voilà, la zone de résistance des 1008, quasiment, on est à la 1700 au plus haut, on a fait combien? 1789. Et hier, voilà, les investisseurs ont pris une partie de leurs bénéfices. La dynamique reste haussière pour le moment. Est-ce que c'est oblique? Après là, je suis en train de couper les mèches, donc je triche un peu, mais c'est vrai que si voilà, il y a de la place, soit si je prends vraiment les deux mèches ici, il y a de la place pour faire un excès, si on vient chercher cet oblique en tout cas. Donc ce serait vraiment les 1810 sur excès, on viendrait taper cet oblique voilà, qui a servi de résistance. Mais je n'écarte pas surtout une consolidation à venir entre les 1800. Je ne vois pas le gold pénétrer cette zone du premier coup. Le gold consolide bien souvent quand même à l'arrivée d'une grosse zone. Vous voyez, dans des fanions, dans des biseaux, dans des triangles, dans des ranges. Donc voilà, le gold est très technique, il a souvent tendance à consolider quand même. Et alors, sauf si grosse news ou gros catalyseur à venir, mais certes, je reste haussier et je verrai bien le gold poursuivre sa hausse encore jusqu'aux 1880, pourquoi pas les 2000 au cours des prochains mois. Mais à très court terme, je n'exclus pas maintenant une nouvelle phase de consolidation en fait entre 1750 et 1800. L'excès au niveau des 1810, pourquoi pas aussi, étant donné que c'est l'objectif théorique du range. Mais on s'attaque à un gros morceau en fait. Voilà, c'est la zone des 1008. C'est pas une petite résistance, c'est vraiment une grosse résistance. Il est légitime que les investisseurs prennent une partie de leurs bénéfices et il est légitime aussi qu'après une ascension de quasiment 17% en seulement 6 mois, eh bien, on entre dans une phase de consolidation. Sinon, force est de constater que sur toutes les unités de temps, pour le moment, l'once d'or est haussier. Le Brent. Le Brent qui se stabilise, le RSI qui travaille toujours le niveau des 50. Pas grand-chose à dire pour le moment sur cette unité de temps. En daily, le sentiment qu'on consolide dans un triangle ascendant, encore une fois. Et les séances sont un peu molles sur le pétrole. Il faudra attendre les niveaux clés expliqués précédemment, donc soit la borne haute, soit la cassure de cet oblique. Mais effectivement, ça consolide. Actuellement, en tout cas, ça a la forme d'un triangle. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que si ça casse ici, 5. Donc, on aura vraiment les 5 vagues à l'intérieur du triangle. Et logiquement, en cas de cassure par l'eau, ça devrait propulser quasiment vers la monobile 200. Dans un premier temps, il y aurait le gap à venir combler. Mais encore une fois, en 4 heures, voilà, on est dans ce petit canal haussier de très court terme. Juste ici. Qui permet de cadrer cette dynamique, cette reprise, cette évolution à l'intérieur de ce triangle. Mais je reste attentif, encore une fois, voilà, au niveau, les 43,5 ou l'oblique couplé avec le point d'équilibre, si effectivement on est dans un range. Mais là, très clairement, on prend quand même plus la forme d'un triangle ascendant que d'un range. De ce fait, la cassure d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite.
Le light, même constat. Même constat, seulement qu'on n'a pas ce triangle, étant donné que là, ça casse si on met une oblique. Vous voyez, si je mets une oblique, là, je viens casser dans les prix, donc c'est pas très propre techniquement. Mais on sent qu'on est dans une phase de latéralisation, une grosse phase de latéralisation. Et qu'on manque encore de visibilité. Voilà. On pourrait dessiner un peu ce range avec une zone trimestrielle. D'ailleurs, la clôture trimestrielle s'est faite au-dessus de ma zone ou en dessous. On a franchi, voilà. Donc la clôture trimestrielle a quand même été au-dessus de la zone de résistance. Donc, pour le moment, c'est un pullback en tout cas. Et en journalier, on est quand même prisonnier entre ces deux gros niveaux, hein. Grosse résistance couplée au niveau des 61,8 de retracement de la dernière vague de baisse et le support trimestriel, enfin du coup maintenant qui sert la résistance qui sert maintenant de support trimestriel. Encore une fois, il faut se montrer patient. Les vendeurs essaieront de profiter de cette résistance, de mettre à profit cette résistance avec des signaux de retournement. Les acheteurs peut-être sur retour sur support. Et pour les autres, ce serait d'attendre au moins soit une rupture, vraiment de repasser sous ce niveau, même sous le niveau des 50, ou au contraire une cassure des 42. Là, on verrait vraiment un signal technique. Mais pour le moment, encore une fois, on est dans une phase de consolidation, un peu une phase léthargique sur le pétrole depuis maintenant quasiment un mois. Force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose, donc toujours bien de bien quadriller ces graphiques et de surveiller les gros niveaux techniques, les niveaux mensuels, hebdomadaires, afin d'élaborer vos plans et d'intervenir de manière chirurgicale dessus. Pour terminer ce briefing, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, mais pas grand-chose à dire. Encore une fois, vraiment, on sent la phase léthargique sur la crypto. Ce manque de peps, ce manque de carburant pour aller reconquérir la zone de polarité, les 10 000 points. La semaine a été plutôt molle, même ennuyeuse, on va dire, mais ça dure depuis maintenant plusieurs séances, plusieurs semaines. Que dire, à part me répéter et vous dire de prendre du recul en regardant l'unité de temps hebdomadaire. Où là, je trouve que c'est comme ça permet d'éviter les pièges, tout simplement, encore une fois. Un peu comme sur le GBP USD, j'évoquais tout à l'heure le range avec les différents bull trap et bear trap. Et pour éviter ce genre de piège en sortie de range daily, tout de suite basculer sur une unité de temps hebdomadaire en attendant en tout cas la clôture hebdomadaire qui prime sur l'unité de temps journalière, eh bien, vous facilite un peu la vie et vous permet d'éviter ces faux signaux. Donc là, pour le BTC, je trouve que c'est à peu près pareil. Le range nous indique clairement voilà, permet d'identifier très clairement les deux niveaux à surveiller pour affirmer si oui ou non on va aller chercher les 10 009 ou au contraire on va finalement échouer sur cette oblique, mettre fin à la consolidation, casser la MM 50 qui fait office de support sur le range hebdo et revenir en direction des 7630 dans un premier temps. Voici les grandes lignes en tout cas sur le BTC, étant donné qu'il se passe pas grand chose depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de semaines. Il faut laisser du temps au temps, encore une fois, à la crypto, mais le marché est vraiment en pleine indécision, très clairement. Très très clairement. Là, on voit que la taille des bougies, on avait quand même des belles bougies, puis là, depuis maintenant le mois de juin, les bougies diminuent, on a quand même des belles bougies baissières à chaque fois, mais à mon avis, il y a très peu de volume,
très peu de volume, je pense, sur la crypto actuellement. Voilà, très intéressant de regarder les volumes. Effectivement, depuis la période que je viens de vous expliquer, donc ici, on constate qu'il n'y a plus rien. Les volumes sont en train de tomber, à part sur l'échéance des contrats futurs, comme à chaque fois. Mais sinon, on est quasiment de retour sur des volumes très faibles. Et donc pareil, hein, toujours garder en tête les volumes qui peuvent vous donner pas mal d'indications, en tout cas, sur la future direction des prix. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents avec le NFP et surtout à votre exposition par rapport au dollar. Et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur les marchés.